Dès le début de ce journal, nous ferons le point sur la situation sécuritaire au Faso depuis l'instauration du couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national. Le centre des commandements opérationnels des patrouilles est à pied d'œuvre pour amener le maximum de sécurité et de quiétude dans tout le pays. À l'international, le Burkina Faso perd un allié. Le Canada a suspendu son aide au gouvernement. La cause, la situation sociopolitique actuelle. Parmi les menaces venant de la communauté internationale, seul le Canada est passé à l'acte. Et puis, pour la CEDEAO, le plan d'aide aux pays touchés par le virus Ebola doit aller au-delà des soins médicaux ponctuels, une aide à inscrire dans le temps, des actions coordonnées entre pays de l'espace, mais aussi la prise en compte des orphelins de l'Ebola, autant de recommandations à retenir de la rencontre des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Bonsoir à tous et merci de suivre l'actualité sur la télévision du Burkina. La communauté internationale maintient son souhait de voir la transition au Burkina gérée par une personnalité civile. Dépêché au Burkina, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines est venu réitérer ce vœu de la part des États-Unis. Après cette audience, les représentants de plusieurs couches sociales ont également nourri des échanges avec le lieutenant-colonel Zida. Le point de ces audiences avec Zalissa Sanfo. Une émissaire des États-Unis au Burkina Faso, la sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, est venue transmettre le message des États-Unis au Burkina Faso, en particulier au président de la transition. Un message qui se résume à une invite au respect des engagements pris pour le transfert du pouvoir aux civils. Nous comptons sur le promis de mettre en place un gouvernement de transition qui soit géré par les civils, qui soit démocratique et qui va arriver dans un court délai aux élections nationales pour remettre le pays sur le chemin démocratique. Après la délégation américaine, ce sont les représentants des personnes âgées, des femmes, des commerçants et des jeunes qui se sont succédés chez le chef de l'État. Chaque délégation dit être venue encourager et inviter le lieutenant-colonel Isaac Zida à prendre des mesures nécessaires afin que le Burkina Faso puisse refermer de façon paisible cette page transitoire. Nous avons promis de les soutenir s'ils travaillent pour la paix et nous leur demandons de faire en sorte effectivement qu'il y ait la paix dans ce pays et que la transition se fasse comme prévu. Nous avons souhaité vivement que ces jeunes, nos amis jeunes qui sont tombés pendant ces manifestations-là, que leur sacrifice ultime ne soit pas vain. Et donc nous souhaitons réellement que la base réelle d'un état de droit et d'une démocratie profonde soit posée pendant cette phase de transition afin que les jeunes puissent participer réellement pleinement au développement de notre pays. Les différentes délégations se sont engagées à travailler main dans la main avec leurs structures de base pour un apaisement des cœurs et un retour du Burkina Faso sur les rails du développement. Faisons connaissance avec le centre de commandement opérationnel des patrouilles à pied d'œuvre pour amener le maximum de sécurité dans le pays. Ce centre, dirigé par la gendarmerie, comprend également des détachements de l'armée, de la police et des sapeurs-pompiers. L'efficacité de ces éléments se traduit par l'interpellation des suspects, mais aussi par la restitution des biens dérobés à leurs propriétaires. Les patrouilles actuellement en cours se poursuivent jusqu'au retour complet de la sécurité. Jacques Lamissa-Tarpada. Les patrouilles d'hier matin à aujourd'hui ont amené les forces de l'ordre à interpeller des personnes et saisir des biens. Le bilan est fait ici à l'état-major général de la gendarmerie. C'est un exercice qui se tient tous les matins. Comme matériel saisi, il y a eu un fusil de calibre 12 mm et les documents d'un véhicule. Et il est à noter que toutes les personnes que nous croisons dehors, c'est des personnes qui sont dans un état d'ébriété. C'est vrai que d'une part, notre action est de sensibiliser les gens et demander aux gens de respecter les mesures de couvre-feu. Mais toutes les personnes qui s'opposent à cela, nous sommes obligés de les conduire pour les soumettre à la procédure de police judiciaire. Nous avons eu aussi à porter secours, aide et assistance à 2 femmes, donc dans la zone de l'hôpital Yalgado. Les patrouilles, aussi bien dans la journée que pendant le couvre-feu de minuit à 5 h du matin, se déroulent sur toute l'étendue du territoire national.
L'ordre revient petit à petit selon le centre de commandement, mais il reste encore des poches de résistance. À l'état actuel, on peut vous garantir que la sécurité, en tout cas, est là. Et seulement, il y a quelques difficultés encore au niveau des campagnes avec un pillage systématique des minerais. Et je ne parle pas des mines, des minerais, non pas des populations, mais j'allais dire des vandales qui veulent profiter de la situation. C'est exactement ça notre problème. Et également, nous avons des difficultés liées en fait, à la gestion de la rumeur. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent et si vous ne faites pas attention, et cela peut être de nature à troubler l'ordre public parce qu'il y en a qui parlent de la volonté de vengeance des gens qui ont été attaqués auparavant, il y a d'autres qui parlent donc de rétorsion. On a la gestion de la rumeur qu'il faut bien maîtriser. Et s'agissant des personnalités gardées à la gendarmerie, le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie rassure quant à leur traitement. Ces gens sont tout à fait très bien, ils sont bien gardés, bien nourris, bien suivis. La Croix-Rouge est venue les voir la dernière fois et puis voilà, tout s'est passé. La population est appelée à respecter les dispositifs sécuritaires, notamment le couvre-feu toujours en vigueur. Le centre de commandement opérationnel des patrouilles appelle aussi à la coopération pour mettre fin à l'insécurité. Tout comme Ouagadougou, plusieurs villes du pays portent encore les stigmates de l'insurrection populaire contre le régime Compaoré. La capitale durement touchée a été le théâtre d'importants dégâts matériels. Plusieurs symboles du pouvoir, mais aussi des biens privés sont partis en fumée. Le point avec Olopoda. Les stigmates témoignent de l'ampleur des flammes qui ont eu raison du Parlement burkinabé. La colère des manifestants a emporté tout sur son passage. De nombreux engins à 2 roues volés, tout le mobilier emporté et 55 véhicules calcinés appartenant aux députés, mais aussi surtout à des fonctionnaires parlementaires. Ils sont aujourd'hui 360 à être dans la rue sans savoir à quel saint se vouer. Les prochains mois s'annoncent très difficiles pour ces travailleurs et selon certains témoignages, toute la mémoire de l'institution serait partie dans les flammes. C'est le point de départ d'une journée folle faite de destruction et de pillage. Voici Azalaï Hotel, situé à proximité de l'Assemblée nationale et soupçonné d'avoir hébergé la veille du vote les députés favorables au référendum. L'infrastructure a elle aussi été brûlée. Un peu plus loin, à Ouaga 2000, Choli Hotel, implanté dans le quartier UP de la capitale burkinabé, a lui aussi subi le même sort. Saccagé, toutes les chambres ont été visitées et pillées au lendemain de l'insurrection populaire. Vraiment déplorable. On aurait pu éviter tout ça si chacun avait mis de l'eau dans son bec. Vraiment, nous regrettons ce qui est arrivé. Quand les gens restent butés sur leur position, voilà les conséquences. Un à un, les symboles de la République ont ainsi été détruits, dévastés et mis à terre. Cette agence de Coris Bank, 1200 logements a eu les vitres brisées, des appareils emportés. De nombreux dégâts ont été enregistrés ici. Mais c'est cette maison qui est au cœur des curiosités quelques jours après les événements du 30 et 31 octobre dernier. Sur ce site, les Ouagalais se bousculent. François Compaoré, le frère cadet du président déchu, vivait là sous haute protection. Nous sommes venus pour voir comment vraiment c'est comme un musée. Je suis de passage, j'ai vu la foule. C'est tout à fait normal qu'on s'arrête pour voir qu'est-ce qui se passe. Effectivement, on est rentré, on a visité la foule de François. Effectivement, on a vu que c'était horrible. Si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas par rapport à ça, personne ne pourrait s'introduire là. C'est vraiment déplorable. Au lendemain de la chute de Blaise Compaoré, plusieurs infrastructures et investissements privés et publics ont été vandalisés. Banques, immeubles, magasins de commerce, entreprises du BTP, bref, la liste est longue. Ils ont tous été victimes de destruction et de pillage, en témoignent les locaux du centre de stockage des commandes de matériel divers et de maintenance de l'entreprise Ebomaf. Des documents brûlés, plusieurs conteneurs vidés de leur contenu, c'est la désolation. Il n'y a rien. J'ai tout cassé. Conteneurs, tout cela. Magasins, tout cela. Marbre, quoi, tout cela. Fer de béton, ça a gâté machine. Il y a beaucoup de machines même. Forage, concorseur, tout ça. Moi, j'étais là, mais tu veux nous tuer même.
Les pilleurs ont tout emporté sur leur passage. Les dégâts sont considérables et pèsent lourdement sur les investissements de l'entreprise. Le coût du matériel détruit et pillé est estimé à plus de 2 milliards de francs CFA. Il y avait du matériel, des pièces de rechange, du matériel qu'on avait fait importer pour le chantier, pour la finition des travaux de Dédougou. Il y avait un grand hôtel qui était en construction. On a fait la commande de matériel pour la finition. Il y avait les vieux stocks qui étaient là. Vous voyez que, c'est pas, si vous avez fait le tour, vous allez regarder les conteneurs. Tous ces conteneurs étaient pleins. On ne sait pas comment ils sont arrangés, ils ont pu saccager et ramasser tout ce qui est dedans. Donc quand on fait le point, ça c'est estimatif. Sinon en principe, ça doit dépasser les 2 milliards et quelques. Et Boumaf aujourd'hui, ce n'est pas uniquement le Burkina Faso, c'est le Bénin, c'est le Togo, c'est la Guinée. Et comme Burkina Faso, c'est la maison mère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le matériel, on importe de l'Europe, on paye rien sur place ici, tout est importé. Et quand ça vient, on sort au niveau de Kosodo. Et maintenant, au besoin des chantiers, au Bénin, au Togo, en Guinée, on fait le dispatching. Alors que vous savez très bien que pour le matériel, pour les pièces de rechange des gros engins, ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir sur place. Et une fois qu'on dit par exemple une pièce qui manque et que vous n'arrivez pas à trouver ça sur place, il faut importer. Donc ce n'est pas en 2 jours, ce n'est pas en 3 jours, ça prend 1 mois, 2 mois. Donc vous voyez, souvent ça peut arriver que s'il y a un engin qui n'a pas les pièces nécessaires pour être retapé, on va s'en dire qu'il y aura un arrêt de travail. L'attaque des unités économiques aura un impact sur l'économie du pays avec des pertes d'emplois. Un choc dont l'ensemble de l'économie aura du mal à se remettre. Pour l'instant, il est difficile d'établir une estimation chiffrée de l'ensemble des dégâts. Les chiffres de l'Institut Free Afrique se situent dans la fourchette de 120 et 200 milliards de francs CFA. Et sur ces ruines, les Burkinabés vont devoir tout reconstruire et bien plus encore. Elle témoigne de l'urgence pour les fils et filles du Burkina Faso de réintégrer les principes de la démocratie. Les blessés, eux, tentent de se remettre sur pied après les manifestations de la semaine dernière. Ils sont des centaines à fréquenter les centres de santé rien que pour la capitale Ouagadougou. Et la loterie nationale n'est pas insensible à leur sort. Elle a pour ce faire remis un chèque de 20 millions de francs CFA pour soulager les établissements sanitaires. C'était hier en fin d'après-midi, le compte-rendu de Harouna Maré et de Wendata Nathalie Kaouré. La loterie nationale burkinabé vole au secours des structures sanitaires du pays. Elle leur a offert un chèque de 20 millions de francs CFA pour la prise en charge des blessés des récentes manifestations qui ont secoué le pays. Nous avons donc voulu faire ce geste à l'endroit donc de tous ceux qui souffrent à travers le pays. C'est pour cela que nous sommes venus ici pour remettre notre contribution. Et vous avez constaté que c'est au profit de plusieurs structures sanitaires. L'enveloppe offerte par la Nationale des Jeux du hasard aux hôpitaux se répartit comme suit. 11 millions de francs CFA pour l'hôpital Yalgado. Les hôpitaux Blaise Compaoré et Sourou Sanon de Bobo Dioulasso reçoivent chacun 2 millions de francs CFA. 3 millions de francs CFA reviennent au CHR de Koudougou. Les districts sanitaires, quant à eux, doivent se répartir la somme de 2 millions de francs CFA. Au-delà du don, c'est la solidarité nationale qui sera fermée. Je suis très ému, 20 millions dans cette période difficile pour nous, avec les autres hôpitaux. C'est vraiment une grande bouffée d'oxygène. Ce qui est important, c'est que toute cette chaîne de solidarité qui se manifeste, au-delà de la valeur financière des apports, c'est qu'elle contribue à faire baisser la colère. Les familles qui ont perdu un être cher, les familles qui ont eu leurs enfants blessés, je pense qu'à travers la manifestation de cette chaîne de solidarité, elles sont enclines à pardonner. Les bénéficiaires espèrent que l'acte de la LONABé sera suivi par d'autres bonnes volontés, toute chose qui permettra une meilleure prise en charge de ceux qui sont dans le besoin. Un appel à présent, celui du Centre national de transfusion sanguine à l'endroit de toute personne désireuse de sauver une vie. Le don du sang, l'appel a été entendu
par les jeunes de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, qui a donc organisé une collecte de dons de sang. Au siège du parti, plusieurs poches ont été recueillies en cette période où la demande est particulièrement élevée. La motivation de ces jeunes de l'UNIRPS nous est rapportée par Nathalie Savadoko. L'élan de solidarité et de compassion envers les blessés de l'insurrection populaire du 30 octobre dernier ne cesse de se multiplier. La jeunesse de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, apporte leur soutien aux blessés des événements récents. Un soutien qui se traduit par le don de sang pour permettre une meilleure prise en charge de ces blessés au sein des hôpitaux. Nous sommes venus ce matin parce que le peuple burkinabé s'est mis debout. Malheureusement, il y a des camarades qui sont blessés, d'autres sont tombés. Mais parmi les blessés, il est important que notre parti, en tant que parti responsable, qui a donné des mots d'ordre clairs, que nous puissions rapidement organiser ce collecte de sang-là pour pouvoir venir en aide à ceux qui sont souffrants au niveau de nos hôpitaux. Les jeunes du parti ont décidé d'organiser une collecte de sang pour venir en aide donc, aux hôpitaux qui en ont besoin. C'est pour cela que nous sommes là ce matin pour donner notre sang afin de contribuer à sauver des vies humaines. Une initiative de la jeunesse du parti qui vise à collecter une centaine de ce liquide précieux. Le dimanche surpassé, il y a l'hôpital qui a fait des communiqués demandant aux gens de venir donner du sang pour pouvoir intervenir, opérer ceux qui en ont besoin. Nous avons demandé 100 poches aux jeunes afin de pouvoir aider les malades à l'hôpital. Mais actuellement, nous sommes à presque 50 poches. Dans ce genre de situation, la solidarité est le meilleur moyen de se réconcilier, mais aussi de permettre aux hôpitaux d'assurer une meilleure prise en charge des blessés. De la suspension de la coopération internationale, on en parle à présent. L'information a officiellement été donnée par le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances. C'est la première sanction faite au Burkina depuis que l'appareil étatique est géré par l'armée. Les incidences ne sont pas négligeables. Ini Wolkoy, Janine Kambiré. Avec la suspension de sa coopération avec le Burkina Faso, le Canada emboîte le pas à l'Union africaine et à la CEDEAO pour exiger la remise du pouvoir d'État à un civil. Le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances annonce que la décision prise par le Canada ne concerne qu'un seul volet de la coopération, à savoir le volet gouvernement à gouvernement. Tous les autres volets, assistance technique, appui au projet, aide multilatérale ne sont pas touchés. Vous comprendrez que dans une situation où il n'y a pas de gouvernement, les versements de l'aide à un gouvernement ne peuvent plus être donnés. Ils n'ont pas lié ça non plus à la fin de la transition. Ils ont lié ça seulement à la transmission du pouvoir à une transition civile. Ce qui veut dire qu'on ne devrait pas avoir de soucis puisque les autorités de transition à l'heure actuelle s'engagent aussi à remettre le pouvoir aux civils. Suite aux récents événements qui ont perturbé différents secteurs d'activité, l'inquiétude chez les populations est de savoir si les salaires seront payés à la fin du mois. Tous les engagements internationaux seront honorés parce que c'est quand on n'honore pas les engagements internationaux d'ailleurs que tout peut se gripper. Toutes les dispositions sont prises pour que les salaires soient payés et que les engagements à travers nos partenaires, le renforcement de la dette et ainsi de suite puissent être honorés. En attendant de faire le point sur la situation financière, des mesures conservatoires sont prises pour assurer la sécurité des fonds du Trésor public. Au Trésor, on ne sort pas l'argent comme ça. On ne peut pas sortir l'argent. Dans tous les cas, vous avez vu comment les événements se sont accélérés. Il n'y a pas de possibilité même de se préparer à toute éventualité de mettre de l'argent de côté. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Dès les premiers jours, dès le jeudi, ou du moins c'est vendredi, il y a eu des lettres qui ont été adressées pour que tout le monde reste en place. Avec la reprise de leurs activités, lentement mais sûrement, les Burkinabés participeront à la construction de l'économie du pays.
Les 6 centrales syndicales et les 16 syndicats autonomes qui forment l'UAS, l'unité d'action syndicale, ont convoqué la presse pour faire le point. D'abord, sur leur position par rapport au préavis de grève déposé le 28 octobre dernier. Et ensuite, l'UAS a tenu à rendre publique la rencontre qu'elle a eue avec le chef de l'État. Le point de presse a eu lieu ce jour même à Ouagadougou et le compte-rendu est de Evelyne Touobouam Dabiri. 2 points étaient à l'ordre du jour de cette conférence de presse donnée par l'UAS, l'unité d'action syndicale composée de 6 centrales syndicales et de 16 syndicats autonomes. Le premier a porté essentiellement sur le préavis de grève déposé par les syndicats le 28 octobre dernier. Nous avons décidé de la suspension du mot d'ordre de grève eu égard effectivement à la situation nationale présente où le président Blaise Compaoré a démissionné. Le gouvernement a été dissous, l'Assemblée nationale dissoute. Donc nous avons décidé de suspendre effectivement notre mot d'ordre de grève. Nous avons bien dit une suspension. Donc c'est très important. Si d'aventure nous devons remonter effectivement sur le terrain de la lutte, nous allons remonter. Et le second a porté sur la rencontre entre les syndicats et le lieutenant-colonel Yacouba Zida le 4 novembre dernier. Le lieutenant-colonel nous a dit dans quelles circonstances ils ont pris le pouvoir. Il nous a rassuré effectivement que dans un temps très bref, ils remettront le pouvoir effectivement aux civils pour une transition civile et démocratique. Nous lui avons aussi fait part de nos préoccupations, donc qui est surtout axée sur nos revendications. L'UAS appelle ses membres à une mobilisation soutenue afin de défendre leurs droits syndicaux, économiques et sociaux. C'est une expérience réussie qui a surpris plus d'un à Kogé. Nous sommes dans la province du Oué, où 40 hectares de riz de bas-fond ont été semés. La Direction générale de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, avec l'appui du projet Riz pluvial, ont relevé le pari. Et voici, ce champ sert de cas d'école. Une visite commentée qui a réuni plusieurs acteurs. À Kogé, donc, nous dit Kadou Rumenki. Le bas-fond rizicole de Kogoué, dans la province du Oué. Ici, sur les 40 hectares emblavés, l'ONU cultive les variétés TS2 et FKR19, toutes adaptées aux aléas climatiques de notre pays. 4 mois plus tard, le champ présente une physionomie satisfaisante. À certains endroits, l'on est même à la phase récolte. Et de ce bas-fond, l'on espère un rendement total entre 200 et 240 tonnes de riz. Une production qui va sans doute contribuer à satisfaire un tant soit peu les besoins de consommation de riz au Burkina Faso. Le riz vient au niveau de la région des hauts-bassins comme la 4e céréale. Il faut travailler non seulement à améliorer la productivité, mais à améliorer les productions. Au plan national, les besoins, la production estimée de riz est d'environ 50% par rapport aux besoins réels. Donc nous les encourageons vers cela parce qu'il y a toujours un manque à gagner. Les producteurs de Kogoué sont à leur première expérience. Et malgré quelques difficultés relevées, les résultats sont concluants. Par rapport aux densités des semis. Voilà, parce qu'il y a eu vraiment une densité élevée dans les poquets, ce qui a un peu joué sur le rendement. Comme vous pouvez le constater, il y a de la satisfaction à tous les niveaux. Vraiment, nous sommes assez satisfaits de ce qui a été fait. 320 producteurs, dont 125 femmes, exploitent ce bas-fond, chacun disposant d'une superficie de 0,12 hectares. Une superficie jugée peu par les producteurs, qui ont par ailleurs sollicité une décortiqueuse et l'aménagement d'une aire de séchage. L'exploitation du bas-fond rizicole de Kogoué a occasionné 8 millions de francs comme charge totale. Les recettes prévisionnelles sont estimées à 21 millions, soit une marge bénéficiaire évaluée à 13 millions de francs CFA. Dans un tout autre registre, un autre pari a été tenu cette fois à Bobo-Dioulasso. La sensibilisation par les arts du spectacle, leitmotiv de plusieurs associations de lutte contre le VIH-Sida, telles que le collectif Djigia Yelen, initiatrice donc de ce grand concours Musique Santé. La 9e édition s'est achevée au quartier Diarabougou de la ville de Siaï et a vu les meilleures prestations primées. Le point sur l'événement dans ce reportage de Kadou Rumenki. Après
3 jours de compétition sur scène en musique et en slam ici au quartier Djaradougou de Bobo Dioulasso, les lauréats de ce grand concours musique santé sont désormais connus. En plus des attestations et des gadgets que chaque finaliste a reçus. En musique, le grand gagnant reçoit la somme de 15 000 francs avec un bon d'enregistrement de 2 chansons en studio. Le second, la somme de 10 000 et un bon d'enregistrement d'une chanson. Quant aux meilleurs slameurs, ils repartent avec les prix de 10 000 et 20 000 francs CFA. Cette sensibilisation de masse à travers chants et slams est placée sous le signe de la jeunesse, civisme et lutte contre le VIH-Sida. De l'avis des participants, l'on peut dire que le message est passé. Les conseils que je peux dire pour ceux qui ne sont pas ici, d'éviter les rapports sexuels non protégés et puis de chercher à lutter contre les partenaires multiples. Le sida est une maladie comme les autres. Le malade est un des nôtres, un des vôtres. Il doit vivre avec toi dans ton camp. Beaucoup d'amour donne un espoir de vie. Beaucoup d'amour ici manifesté par cette collecte de fonds, car le dit-on, un geste petit soit-il vaut mieux que 1000 intentions. Des fonds destinés à offrir un mieux-être aux personnes vulnérables. Fin de ce journal, l'actualité c'est aussi à 22h15. Bonsoir.